Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler d'un sujet forcément très joyeux, on va parler de ce qui peut se passer quand il y a des problèmes, il y a des hackers qui s'attaquent à des protocoles de finance décentralisés. Ce logo là, tu l'as vu, je l'ai déjà présenté au minimum une fois me semble-t-il, eh bien c'est le logo de Grim Finance. Qu'est-ce qui s'est passé? Grim Finance s'est fait hacker. Ils avaient environ 90 millions de dollars sur leur protocole. On va juste changer la taille pour que ce soit bien plus visible. Ils avaient environ 90 millions de dollars donc sur leur protocole. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un hacker qui a trouvé une faille du coup dans leur contrat. Du coup, ils se sont fait voler environ 30 millions de dollars. Alors, je vais te la faire courte. Concrètement, j'avais des fonds là-dedans. Est-ce que c'est la fin du monde? Absolument pas. Mais je voudrais juste que tu sois au courant que c'est le genre de chose qui peut arriver. Et je voudrais surtout te parler de comment prévenir cette chose-là. En fait, ce que j'ai fait, déjà quand je prête mon argent à des protocoles, tout simplement parce que Grim Finance, on va juste revenir vite fait sur ce que c'est. Grim Finance, c'est un auto-compounder. Le principe de l'auto-compounder, c'est tout simple. Normalement, quand tu participes à une ferme, par exemple, si on va chez SpookySwap, un exemple, ça marche exactement pareil que si tu es chez BNB, du coup chez PancakeSwap et compagnie, tu vas donc générer des intérêts. Par exemple ici, si tu crées une paire FTMBOO, eh bien tu vas générer 55,96% d'intérêts à l'année. Plutôt sympathique. Mais ces intérêts-là, il faut venir tous les jours, il faut venir cliquer sur le petit bouton Harvest et il faut les réinjecter dedans si tu veux faire des intérêts composés. Et bien Grim Finance, lui, il fait un truc très cool, il te permet d'automatiser tout ça. Du coup, en permanence, il va y avoir des transactions qui vont être réalisées, qui vont permettre tout simplement de prendre tes LP et donc de les faire compounder en utilisant directement la fonction Harvest. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne de façon automatique. Le souci, c'est qu'évidemment, ça rajoute une boucle supplémentaire déjà à la finance décentralisée, donc aux exchanges décentralisés. Du coup, il y a une faille supplémentaire qui existe. Les autocompounders sont quand même assez connus pour se faire attaquer sur ce genre de choses, on va pas se mentir. Du coup, ça c'est l'intérêt de Grim Finance, c'est tout simplement pour les gens qui ont un petit peu la flemme, ils vont mettre leur argent là-dessus, il va travailler tout seul, ils ont absolument rien besoin de faire et c'est génial. Le problème c'est qu'évidemment il peut y avoir des failles, il peut y avoir des problèmes. Du coup, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est tout simplement une stratégie pour éviter de te retrouver dans une situation là où tu as tous tes fonds dans un protocole de DeFi et tes fonds sont exterminés. Parce que ma thune, alors je suis venu, j'étais là. Ah, il y a encore 3 dollars. Ah, c'est cool, je peux me payer un café. Un plaisir, voilà. Du coup, ça fait pas plaisir. Il y aura peut-être des fonds qui seront ramenés. Peut-être des compensations ou des trucs comme ça. En tout cas, moi je compte que c'est terminé, c'est zéro dans ma tête, c'est déjà très clair. Mais au cas où, histoire que tu sois prévenu que ça existe, que ça peut arriver. Du coup, comment te prévenir de ça? Tout simplement en multipliant les choses. C'est-à-dire que tu vas t'arranger pour ne jamais avoir tous tes œufs dans le même panier. Imagine que, je sais pas, on va mettre j'ai 100 balles, Si j'avais mis ces 100 balles dans Grim Finance, qu'est-ce qui se serait passé? Ça va directement à 0. Le problème, c'est que j'ai fait confiance qu'à une seule entité et que c'est cette seule entité-là qui était responsable de mes fonds. Du coup, s'il y a un problème avec cette entité-là, je perds absolument tout. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'aller chercher d'autres stratégies qui fonctionnent. Et par d'autres stratégies, j'entends d'autres protocoles. Je sais pas, par exemple, j'aurais pu garder, par exemple, 50%, premier exemple, 50% des fonds donc dans l'auto-compounder et 50% des fonds dans la ferme classique. Ça aurait limité mes pertes, j'aurais juste perdu 50% de mes fonds. D'accord. Ok, maintenant ce que tu aurais pu faire comme autre stratégie, c'est que tu vas avoir par exemple de l'argent dans un autre auto-compounder. Évidemment, il ne faut pas que les deux autocompounders utilisent exactement la même tech, sinon ça ne fait absolument pas sens. Parce que si un se fait hacker, l'autre peut se faire hacker aussi. Sachant que là, dans mon cas, l'autre autocompounder que j'utilise n'utilise pas la même technologie, je limite ce risque-là. Mais il y a quand même toujours d'autres risques qui s'appliquent. Du coup, tu t'arranges pour mettre, par exemple, à la place d'avoir 50% donc dans un autocompounder, tu vas mettre 25 et 25. Un exemple tout simple. Déjà là, tu as largement minimisé tes risques. Ensuite, sur tes 100 là, peut-être que tu vas tout simplement pas tout miser sur ce protocole là et que tu vas avoir d'autres investissements encore ailleurs.
je sais pas, par exemple sur une autre blockchain, ou alors tout simplement sur des jetons qui ne bougent pas, qui restent dans ton portefeuille, pourquoi pas, ou alors peut-être sur des stablecoins. Bref, il y a tout plein de stratégies possibles. L'intérêt, c'est que sur un protocole donné, à n'importe quel moment, t'es jamais plus que, je sais pas, un chiffre que tu peux te permettre de perdre. Par exemple, tu sais qu'à n'importe quel moment, un protocole peut shutdown, peut avoir un problème, peut se faire hacker, hein. Pas shutdown, mais tout simplement peut se faire hacker ou avoir un problème assez important. Et bien, tu t'arranges pour mettre au maximum sur ce protocole-là la quantité de fonds que tu peux perdre. C'est-à-dire que par exemple, si tu es OK avec une perte de 10%, eh bien tu vas t'arranger pour que sur chacun des protocoles sur lesquels tu vas faire confiance, eh bien au maximum il y ait 10% de tes fonds. Voilà. En gros, c'est quasiment ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai dû perdre 12% de mes fonds, un truc comme ça, parce que j'avais quand même bien géré mes répartitions. Et du coup, bah, c'est pas si dramatique que ça. C'est absolument pas cool, on est d'accord. Mais comparé à ce que j'avais en début d'année et ce que j'ai maintenant, en fait, bah, c'est presque négligeable. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être très très dramatique, quoi. Ça dépend des stratégies, de ce que tu fais, tout ça, tout ça. C'est absolument pas cool de perdre de l'argent. Je le souhaite absolument à personne. Mais c'est quelque chose qui arrive dans la DeFi. C'est quelque chose qui arrive. Il faut en être conscient et il faut pas avoir peur. Parce que ça peut arriver, non, il faut gérer ses risques de la meilleure des façons possibles. Et pour moi, quand on joue avec des trucs comme ça, bah, c'est obligatoirement de passer par la diversification et donc par ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas mettre toutes ces choses dans les mêmes protocoles. Voilà. Aussi, un autre tips que j'avais envie de te donner, c'est que quand tu fais des trucs comme ça, quand tu es dans la DeFi, en général, tu vas aller rechercher les gros protocoles. Hein. Tu vas pas aller chercher les petits protocoles qui ont des petites market cap et qui sécurisent pas beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, c'est quand même sacrément relatif, tu vois. Grim Finance, ils avaient, alors avant, hein, là maintenant tout le monde a retiré ses fonds et ils sont en train de corriger les problématiques qu'il y avait sur leur contrat, mais avant ça en tout cas, ils avaient 90 millions donc, sur leur contrat. Donc on pouvait se dire que même s'il y a des gens qui leur prêtent de l'argent et qui leur font confiance à hauteur de 90 millions, c'est quand même que le protocole est un minimum solide. On est d'accord. C'est pas une garantie à 100%. Par contre, là tu vas par exemple le regarder, je sais pas, on va checker. Qui c'est qu'on peut checker là? On peut aller checker par exemple Uniswap. Uniswap, eux, leurs protocoles vont sécuriser des sommes mais totalement démentielles. Je sais même pas si on a les chiffres ici. Non, je sais même pas si eux ils affichent les chiffres directement de ce qui est sécurisé par eux. Mais en tout cas, je sais que ils sécurisent pas grand chose. C'est la TVL qui est bloquée en fait dans les pools. Je sais pas si on peut avoir la TVL de Uniswap. Est-ce qu'on l'a quelque part? TVL and Stats. Impeccable. Uniswap par exemple, eux, là ils sont en train de sécuriser environ 8,7 milliards, tu vois, c'est pas du tout la même échelle, hein. C'est rien à voir en termes de quantité d'argent et de ce qui est géré. Du coup, bah, si il y a énormément de gens qui leur font confiance avec énormément d'argent, bah, logiquement le protocole est plus sécurisé. Voilà. C'est simple suggestion, simple idée. Si tu te retrouves à un moment entre deux protocoles et que tu as le choix, bah en général tu vas aller voir le protocole qui va avoir la le plus de TVL, donc de Total Value Locked. TVL, si je dis pas de conneries. Hein. TVL c'est Total Value Locked, non? C'est pas ça? Si. Total Value Locked, voilà. C'est ça l'abréviation. Du coup, tu vas donc t'arranger pour minimiser tes risques de cette façon-là. Voilà. Petite vidéo là où je t'ai pas appris grand chose. Enfin, quoique, je t'ai peut-être sauvé la vie d'ailleurs. Du coup, ça veut dire que si là, maintenant, tout de suite, tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es en train de me dire que tu as, par exemple, 100% de ta net worth qui se trouve sur PancakeSwap, et ben ça veut dire que, mec, fais pas le con, tu vas sortir une partie, tu vas peut-être mettre 50% dans un autre protocole. Voilà, hein. C'est comme un investissement classique, c'est juste qu'on a des risques qui s'empilent. Ça veut pas dire que PancakeSwap est risqué ou quoi que ce soit. Non. Ça veut juste dire que tu te protèges contre les risques qui peuvent arriver. Après PancakeSwap, on est quand même sur un protocole qui gère pas mal de fonds, si je dis pas de bêtises. Donc on va aller sur PancakeSwap TVL. Mais il peut toujours y avoir des failles, tu vois. PancakeSwap, je crois, il est à... Ouais, PancakeSwap, là, tu vois, il est aussi carrément à 6 milliards, 5,5 milliards. Du coup, ça sécurise quand même des sacrées sommes, plutôt sympathiques. Juste que tu sois au courant, voilà, de tout ça. Donc, on a eu un problème sur un protocole, bah ça arrive,
c'est pas dramatique, mais il y a des fonds qui peuvent être perdus, il y a des fonds qui ont été perdus dans le cadre là, les 30 millions là, il y a très peu de chances qu'on les revoie. S'ils reviennent, ce sera notamment via des fonds qui sont des assurances ou d'autres choses comme ça, mais ce sera très peu de chances que le hacker se décide de les rendre comme ça, voilà, à moins qu'il ait des problèmes avec la justice ou qu'il soit tout simplement pas capable de les faire passer dans des tornades ou autres pour pouvoir tout simplement les blanchir. C'est clairement ça le terme. Hein. Voilà du coup pour cette vidéo. Si tu as des questions là-dessus, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Hein, dans la mesure de mes compétences, hein, évidemment. Tu t'imagines bien que je suis pas développeur là derrière et que du coup, je suis pas le bonhomme qui va s'amuser à lire ligne après ligne le contrat. Je suis plutôt le bonhomme qui investit, même si j'ai un projet en cours, projet qui est déjà en cours de création de NFT, mais c'est pas moi qui vais m'amuser à écrire les contrats intelligents. Voilà. Du coup, n'hésite pas à faire des commentaires, et sur ce, je te dis à plus pour peut-être une autre vidéo un petit peu plus joyeuse.